Aujourd'hui, nous nous penchons sur une affaire qui nous ramène à la seconde moitié du 19e siècle. Alors installez-vous confortablement, tandis que nous partons pour Fishkill Landing, aux États-Unis, au début des années 1880. C'était une localité fluviale très animée, le long de la rivière Hudson, dans le comté de Dutchess, dans l'État de New York. Un carrefour majeur pour le transport et l'industrie, qui jouissait d'une économie florissante, principalement soutenue par la fabrication de briques, la construction navale et le commerce. Le village abritait une population ouvrière, composée de bateliers, de journaliers et d'ouvriers d'usines. Beaucoup d'entre eux étaient employés dans les briqueteries et sur les quais. La rivière Hudson était au cœur de la vie quotidienne, sillonnée par d'innombrables goélettes et bateaux à vapeur qui transportaient marchandises et passagers vers New York et d'autres destinations. La région se composait d'un mélange de maisons modestes, de pensions de famille et de petits commerces, et de nombreux résidents étaient liés à l'industrie maritime. Bien que le village possédât un grand esprit de communauté, il y régnait parfois une atmosphère que l'on qualifiait de rude, car les disputes et les tensions éclataient souvent au grand jour. L'une des plus célèbres familles de bateliers était celle des Pay. Monsieur William Pay avait été capitaine de navire fluvial, mais il était décédé en 1875, et ses fils, David, John et Charles, avaient tous pris la mer, très jeunes, pour devenir capitaines de leur propre navire. C'étaient des hommes rudes, tous dotés, d'une réputation de jeunes gens turbulents. Mais en 1882, ils avaient mis leur manière indisciplinée derrière eux et étaient tous devenus membres de l'Église méthodiste. David Pay était particulièrement connu. Sa femme était décédée en 1870, laissant veuf avec la responsabilité d'élever seule leur fille, Grace. Il vivait dans une maison sur Division Street. Mais dès que Grace fut en âge de le faire, elle quitta le foyer pour travailler à New York. En 1878, David se remaria. Sa seconde épouse, Mary, était la fille de John Ferguson, un ouvrier briquetier de Blainville. Sa jeunesse n'avait pas été facile. Elle avait connu les privations, l'instabilité, ce qui avait fait d'elle une femme résiliente et déterminée. Tout le monde la décrivait comme une jeune femme très séduisante. Elle était mince, avait les cheveux châtain clair et de magnifiques yeux. Elle avait également 22 ans de moins que son mari. Au début, le mariage semblait heureux, et en 1880, Mary donna naissance à une petite fille. Cependant, avec le temps, des tensions sont apparues au sein du couple. Et certains pensent que c'est la véritable raison pour laquelle le capitaine David Pay avait décidé de quitter son poste de capitaine de la goélette V.W. Brill au début de décembre 1882, un navire qu'il possédait, avec son frère John. Son dernier voyage consista à transporter une cargaison de briques depuis un chantier de Fishkill Landing jusqu'à New York. À 44 ans, sa santé s'était dégradée. Il souffrait de rhumatisme et s'était à peine remis du paludisme. Il confiait à son entourage qu'il était parvenu à la conclusion que la vie à bord d'un navire mettait son corps à rude épreuve. C'est avec cette idée en tête qu'il avait prévu de quitter la mer pour ouvrir un étal sur le marché du village voisin de Mattewan. À son retour de voyage, le rhumatisme était particulièrement douloureux, si bien qu'il fit appel au médecin de famille, le docteur A.R. Thiel, et lui demanda un traitement à la fois pour ses rhumatismes et pour le paludisme. Cependant, malgré ses soins, l'état du capitaine Pay ne cessa de s'aggraver. Il commença à ressentir une sensation de brûlure dans la gorge, d'intenses douleurs à l'estomac et une soif inextinguible. Comme ces symptômes devenaient de plus en plus sévères, le docteur Thiel sollicita l'aide des docteurs Henry Wilson et William Jones, tous deux de Newburgh, pour l'assister dans le diagnostic de la mystérieuse maladie du capitaine. Des analyses furent effectuées sur lui. Les vomissements qui ont révélé la présence d'arsenic ont à la fois surpris et inquiété les médecins qui ont décidé d'envoyer l'échantillon au docteur J.D. Cité pour obtenir un deuxième avis. Les analyses du docteur Seitz ont confirmé leurs craintes. Le capitaine David Pay était bien victime d'un empoisonnement à l'arsenic. À ce stade, il souffrait de douleurs atroces et son état de santé se dégradait rapidement. Les médecins n'avaient que très peu d'espoir quant à son rétablissement. Alors c'est à contre-cœur qu'ils l'ont informé du sombre pronostic. Malgré l'aggravation de son état, le capitaine Pay était pleinement conscient de la situation et comprenait ce qui l'attendait.
Il a pris des dispositions pour mettre ses affaires en ordre. Il a autorisé son frère, J.N., à retirer l'argent qu'il avait en banque. Il était alors trop faible pour. Ne serait-ce que soulever un stylo. Mais il a réussi à trouver assez de force pour le toucher légèrement, pendant que John écrivait soigneusement son nom à sa place. C'était comme son dernier acte, même si ses forces continuaient de l'abandonner. Le docteur Till s'est entretenu avec le coroner, le docteur J.B. Chenick, l'informant qu'il pensait que le capitaine P avait été empoisonné et ne survivrait pas beaucoup plus longtemps. Le dimanche 24 décembre, le docteur Chenick s'est rendu à la maison sur Division Street pour tenter de recueillir une déclaration ante-mortem de l'homme mourant. Cependant, à son arrivée, le capitaine P était trop faible et n'a pas été en mesure d'en faire une. Son état a continué de se détériorer et le matin du 26 décembre 1882, succombé. En apprenant le décès, le coroner a convoqué un jury pour mener une enquête et les a conduits à la maison pour voir le défunt. En entrant, on trouvait la veuve du capitaine P, Madame Mary P, assise solennellement à côté de son défunt mari, maintenant une veillée silencieuse. Son visage était marqué par le chagrin, et elle pleurait ouvertement. Pourtant, des murmures de doute se propageaient parmi les personnes présentes. Certains se demandaient si son chagrin était sincère, ou s'il ne s'agissait que d'une simple performance. Une suspicion quant à ses véritables émotions planait sur la scène sombre. Le même jour, les docteurs Henry Slack, A. Till, J. Moray et H. C. Wilson ont procédé à une autopsie. Les traces d'arsenic étaient suffisamment fortes pour les convaincre que la mort de l'homme avait été causée par un poison. Des parties du poumon, de l'estomac, du foie et des intestins ont ensuite toutes été transportées à New York pour être analysées par le docteur Edward G. Love. À mesure que la nouvelle de la mort du capitaine Pay se répandait, la communauté n'a pas tardé à spéculer sur la disparition soudaine d'un homme qui ne s'était que récemment remis de la malaria et qui avait toujours semblé être fort et en bonne santé. Des rumeurs ont commencé à circuler sur la nature trouble de son mariage avec sa jeune femme, et il a été suggéré qu'à la fin novembre, elle avait quitté le domicile conjugal, pour n'y revenir qu'après que les deux parties eurent convenu de signer un accord en présence d'un juge de paix. Se disait que l'une des conditions de ce document était que le capitaine Pay créerait pas de problème à sa femme concernant une prétendue falsification de sa signature pour retirer de l'argent de sa banque. Malgré cela, son bref abandon de son mari avait suscité de nombreux commérages, notamment sur son comportement depuis leur mariage. Une histoire a fait surface selon laquelle le capitaine Pay aurait confié à un médecin qu'il s'était empoisonné lui-même, pour ensuite se rétracter, affirmant plutôt qu'il soupçonnait sa femme de l'avoir empoisonné. Lorsque le capitaine est décédé, ses frères et sœurs étaient à ses côtés et ont juré que tout serait fait pour découvrir la vérité derrière sa mort. Certains dans le village croyaient que cela signifiait qu'ils soupçonnaient Madame Mary Pay de l'avoir empoisonné, bien que Madame Pay, sa conduite depuis le décès de son mari, n'avait éveillé aucun soupçon, et elle avait joué à la perfection le rôle de la veuve éplorée. Le coroner ordonna toutefois qu'elle soit placée sous étroite surveillance. Il fut noté que lorsque le capitaine Pay tomba malade pour la première fois, c'est sa femme qui lui avait administré son traitement, mais qu'après ce jour, il avait refusé de prendre quoi que ce soit de sa main. Interrogée par les médecins sur ce qu'elle lui avait donné, elle nia fermement lui avoir fourni autre chose que ce qui lui avait été prescrit. Cependant, des murmures au sombre relent continuaient de se propager. Une rumeur affirmait que le lundi soir, alors que le capitaine Pay suffoquait, un Furtano, membre de la maisonnée, réveilla Madame Pay pour lui annoncer que son mari se mourait. On raconte que sa réponse fut d'une indifférence glaçante, et que tout ce qu'elle prouva, à dire fut « Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ?» Ces bruits de couloir ne firent qu'attiser les soupçons qui pesaient sur elle. Suite à cette remarque supposée, une perquisition des lieux fut menée. Les commères prétendirent alors que les enquêteurs avaient retrouvé des cendres dans un tas de détritus, ainsi qu'un morceau de tourte encore emballé dans du papier, qui serait analysé pour y déceler des traces d'arsenic. Néanmoins, lorsque le docteur Till fut interrogé à ce sujet, resta bouche cousue, ne confirmant ni n'infirmant les rumeurs qui s'emparaient désormais du village. Les funérailles du capitaine David Pay se tinrent dans l'après-midi, jeudi 28 décembre, à l'église méthodiste de Mattawa.
La communauté s'était réunie pour dire adieu à un homme qui avait passé toute son existence à Fishkill Landing. Sa veuve, Marie, semblait visiblement accablée par le chagrin, assise parmi les personnes en deuil. Beaucoup de gens assistèrent tant à l'office religieux qu'à l'enterrement, leur présence étant un témoignage de l'impact de sa vie et des questions entourant sa mort. À 4h30, après le départ des derniers endeuillés, la journée prit un tournant dramatique. Madame P. fut placée en état d'arrestation et conduite devant le juge W.O. Harris. Elle fut accusée d'avoir administré de l'arsenic à son mari, provoquant ainsi sa mort. Malgré cela, elle ne fut pas immédiatement incarcérée. Au lieu de cela, elle fut informée qu'elle serait autorisée à rentrer chez elle pour la nuit, bien que sous la surveillance stricte d'un officier. L'enquête débuta le lendemain matin. Monsieur H. Bantis fut désigné pour représenter Madame P. et Monsieur John F. Scollis, comparu au nom du procureur de district G. Morchauser, le médecin qui avait assisté le docteur. Slack, lors de l'autopsie, fut le premier témoin. Il déclara qu'aucun organe du défunt ne paraissait anormal, à l'exception de l'estomac, qui était très congestionné. Il ajouta que cette condition aurait pu être causée par un poison irritant. Cette conclusion fut plus tard confirmée par le docteur Slack, qui admit que l'état de l'estomac suggérait fortement la présence d'un poison irritant. Le témoin suivant fut William Pay, le neveu du défunt. Il déclara que, alors qu'il fouillait la propriété de son oncle, on lui avait ordonné de vérifier le puits. Là, dit-il, il trouva un bâton avec un chiffon noué à chaque extrémité, formant un petit sac de fortune. Il informa ensuite l'enquête que le contenu de ce sac n'avait jamais été analysé. Les troubles profonds au sein du mariage des Pay furent étalés au grand jour, tandis que les dépositions des témoins brossaient le tableau d'une discorde, d'une trahison et de tensions irrésolues qui avaient tourmenté le couple dans les mois précédant le décès du capitaine Pay. Monsieur Alan Horton vivait près de la résidence de Monsieur et Madame Pay, témoigna que le capitaine Pay lui avait payé 5 jours de pension pour Madame Pay à son domicile au début du mois de décembre. Il précisa que lui, modèle, il a expliqué que cela faisait suite au départ soudain de Madame Pay du domicile conjugal, tout en précisant que, 5 jours plus tard, elle était retournée vivre avec son époux. Un autre témoin, Monsieur Amos A. Luther, fut ensuite entendu. Ce dernier informa l'enquête que le capitaine Pay était venu le trouver quelques semaines avant sa mort pour lui demander conseil et assistance concernant ses difficultés conjugales. Monsieur Luther poursuivit en expliquant qu'à la suite de cela, il était allé parler à Madame P, lui avait demandé de rencontrer son mari pour tenter d'apaiser leurs différends, de reprendre leur vie commune. Puis, avec un soupir, il a confié que ses efforts avaient été vains. Lorsqu'on lui a demandé si le capitaine Pay lui avait fait d'autres confidences, Monsieur Luther a répondu par l'affirmative. Puis, se tournant vers le jury, il a expliqué que le capitaine lui avait montré des endroits de la maison où Madame Pay avait retiré des meubles ainsi que de la literie et avait, semble-t-il, transporté ces objets chez les Horton. William Dingy, qui habitait en face de la demeure d'Épée, a témoigné avoir rendu visite au capitaine Pay chaque jour, durant les 5 derniers jours de sa maladie. Il a rapporté que le capitaine Pay lui avait confié sa conviction d'avoir été empoisonné, bien qu'il n'ait accusé personne, directement, ni exprimé la moindre méfiance envers sa femme. Cependant, M. Dingy a indiqué que le capitaine Pay soupçonnait l'épouse d'un certain Charlie Roth, résident à New York, d'avoir tenté de monter Madame Pay contre lui. Il a expliqué que Madame Roth lui avait écrit des lettres dans lesquelles elle affirmait que le capitaine Pay fréquentait assidûment des lieux à la réputation douteuse en ville, en compagnie de femmes de mœurs légères, et y dilapidait son argent. M. Dingy a ajouté que le capitaine Pay niait formellement ces accusations et qu'il le considérait comme un homme honorable. Avant de quitter la barre, M. Dingy s'est souvenu que Mme Pay avait un jour mentionné que M. et Mme Rock lui avaient donné du poison pour punaise de lit, mais qu'elle prétendait s'en être débarrassée. Quand on a demandé à M. Dingy pourquoi, selon lui, le mariage de Pay battait de l'aile, il a répondu qu'à son avis, les problèmes du couple provenaient de la relation de Mme avec un homme nommé William Crawford, qui louait une chambre au domicile de M. et Mme Horton. Il a affirmé que M. Crawford se rendait chez les Pay dès que le capitaine s'absentait.
y restant toujours jusque tard dans la nuit, mais jamais lorsque le capitaine Pay était à la maison. Monsieur J.D. Taled fut le témoin suivant. Il a déclaré que le mariage des Pay était marqué par une profonde discorde, principalement causée par Madame Pay. Il a expliqué que le capitaine Pay avait interdit à sa femme de recevoir Horton ou Monsieur Crawford chez eux, mais que malgré cela, elle persistait à leur rendre visite. Il a raconté qu'à une occasion, le capitaine Pay s'était rendu à l'improviste chez les Horton à la recherche de sa femme et avait été choqué de voir William Crawford, la tête nonchalamment posée sur les genoux de Madame Mary Pay. Monsieur Taled, regardant le juge, a expliqué que certains des mots échangés après cet incident étaient, à son sens, bien trop crus pour être répétés publiquement. Il a cependant précisé que Madame Pay, furieuse que son mari soit venu la trouver, lui avait lancé qu'il n'était pas le père de son enfant. Interrogé sur la nature du capitaine Pay, Monsieur Taled a répondu que c'était un homme au grand cœur, qui adorait son épouse, et fermait souvent les yeux sur ses menaces et ses paroles cruelles. Pendant ce temps, Madame Pay, présente tout au long des audiences, ne montrait que peu d'intérêt. Au contraire, elle est restée assise, à lire tranquillement un journal. Monsieur William Crawford a ensuite été appelé à la barre. Lorsqu'il a été interrogé, on lui a demandé s'il avait aidé Madame Pay à contrefaire la signature de son mari sur un chèque. Il a répondu par la négative. Il a également démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait été vu avec la tête sur les genoux de Madame Pay. Il a affirmé avoir connu le capitaine Pay de son vivant et s'être souvent rendu au domicile des Pay. Il a précisé que lors de certaines de ses visites, le capitaine Pay était présent, et parfois non, mais M. Crawford a insisté sur le fait qu'il ne s'attardait jamais, partant habituellement avant 23h, minuit. Il a ajouté qu'il n'avait jamais été seul dans la maison avec Madame Pay, quelqu'un d'autre étant toujours là lors de ses venues. Cependant, une fois interrogé plus en détail, il a admis que la seule autre personne présente était souvent le jeune enfant de M. et Madame Pay, qui dormait systématiquement dès 19h. Suite à cela, on a demandé à M. Crawford s'il avait rendu visite à la maison durant la maladie du capitaine Pay, ce à quoi il a répondu par la négative. Il a expliqué que le capitaine Pay lui avait formellement interdit de s'y rendre. Le docteur Thiel a témoigné avoir demandé à Madame Pay si, foi des... elle avait donné quelque chose à son mari pour le rendre malade, ce qu'elle a nié en larmes. Toutefois, il a ajouté que le capitaine Pay lui avait confié qu'il se suspectait d'avoir été empoisonné, soit par l'eau du puits, soit par une tourte préparée par sa femme. Lorsque Madame Pay a été appelée à la barre, elle a été interrogée sur son mariage difficile et sur sa relation avec M. William Crawford, un homme fréquemment aperçu chez elle pendant les absences de son mari. Elle a nié avec la plus grande fermeté toute forme de liaison inconvenante avec lui, déclarant que toutes les accusations d'infidélité n'étaient que des ragots malveillants. Interrogée sur la fameuse tourte empoisonnée, elle a insisté sur le fait qu'elle l'avait mangée entièrement seule, qu'il n'y avait eu aucun motif d'inquiétude. Elle a nié avoir jamais empoisonné son mari, avoir joué un quelconque rôle dans sa maladie. Cependant, malgré ces dénégations catégoriques, un témoin est venu la contredire, se souvenant que le capitaine Pay avait en réalité mangé la majeure partie de la tourte, tandis que Madame Pay y avait à peine touché. Ce témoin a ajouté que c'était Madame Pay qui s'occupait de la nourriture et des médicaments, et qu'elle avait également donné des pommes de terre à son mari, donc tout empoisonnement n'aurait pu être administré que par elle. Quand l'enquête s'est achevée, le jury a rendu un verdict déclarant que, selon eux, le capitaine Pay était mort des suites d'un poison corrosif, très probablement de l'arsenic. Ils ont également désigné Madame Mary Pay, sa veuve, comme la principale suspecte. Madame Pay est restée en état d'arrestation. Toutefois, le vendredi 5 janvier, elle a été libérée. Le juge Harris a expliqué que, bien qu'il fût confirmé que le capitaine Pay était mort d'un empoisonnement, les preuves légales étaient insuffisantes pour inculper Madame Pay de meurtre. Cette décision n'a pas convaincu toute la communauté, où beaucoup pensaient que l'affaire avait été mal gérée, affirmant qu'elle aurait pu être menée avec bien moins de frais et une plus grande discrétion. D'autres ont supposé que le coût élevé d'analyses chimiques supplémentaires, estimé entre 500 et 1000 $, avait dissuadé les autorités de poursuivre le procès, qui ne reposerait que sur des preuves indirectes.
Suite à sa libération, Madame Pei fut nommée administratrice de la modeste succession de son défunt mari. L'opinion publique est restée profondément divisée. Certains étaient persuadés qu'elle avait échappé à la justice par manque de preuves directes, tandis que d'autres se demandaient si les autorités avaient vraiment tout fait pour découvrir la vérité. Quoi qu'il en soit, la mort mystérieuse du capitaine David, WP, est devenue un chapitre marquant de l'histoire de Fishkill Landing. Un chapitre qui, pour beaucoup, a laissé planer le soupçon tenace que Mary Pei s'en était tirée après avoir commis un meurtre. Bonjour à tous, et un grand merci pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos retours